Il nous faut de l'agilité. Alors il nous faut du sens, une mission collective, il nous faut de l'agilité, il nous faut le bon niveau de management ou d'organisation. Ma façon d'approcher les expéditions aujourd'hui, c'est pas seulement d'essayer d'anticiper. Alors bien sûr, c'est un exercice qu'il faut faire, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi de tester. C'est d'aller sur le terrain et d'essayer. Et en général, on teste pour vérifier que les solutions fonctionnent. Moi, je teste après pour vérifier que les solutions fonctionnent. Mais je vais d'abord sur le terrain pour tester, pour savoir quel problème je vais rencontrer. Je ne teste pas pour trouver des solutions, je teste pour trouver des problèmes. Et si je veux doubler mon taux d'efficacité, il faut que je double mon taux d'erreur. Donc j'ai un maximum de tests sur le terrain. Il y a une croyance assez répandue qui est que l'erreur, ça coûte cher. Et oui, c'est vrai, dans un processus linéaire, et plus l'erreur a lieu tard, plus elle coûte cher. Si on est sur du processus itératif, doubler votre taux de réussite, ça passe par doubler votre taux d'erreur en faisant un maximum de tests dans des contextes où les tests ne coûtent pas cher. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure de mes expéditions, je vois quels sont les nouveaux moyens, les nouvelles façons de procéder qui vont me permettre d'avancer. Si je veux réussir mon expédition, j'ai besoin d'être performant et suffisamment serein. J'ai besoin d'être agile. Et puis si je fais ça, j'ai une bonne nouvelle, c'est que je vais atteindre avec mes équipes des niveaux d'efficience qui ne nous étaient pas accessibles jusque-là. Ça, c'est la bonne nouvelle. La conséquence de ça, c'est que je vais être soumis à de nouvelles questions. J'étais suffisamment performant, serein, agile pour être maintenant très à l'aise pour aller faire de la montagne en haute altitude en Europe. Allez, je gravis le Mont Blanc les mains dans les poches, tout va très bien. Et donc, je peux me lancer dans de l'himalayisme. Je commence à faire mes ascensions en Himalaya. Et là, je me rends compte d'un coup que la montagne en Himalaya, ce n'est pas tout à fait la même chose que la montagne dans les Alpes. Parce qu'il y a la très haute altitude. Et que quand vous respirez 3 fois par pas pour avancer, ça change la façon de faire la montagne. Et puis d'autre part, dans les Alpes, je pouvais être soumis au risque d'avalanche. Lorsque j'arrive en Himalaya, l'avalanche, c'est toujours de la neige en mouvement. Il y a juste une chose, c'est qu'elles n'ont pas tout à fait la même taille, les avalanches. Et donc, si je suis performant et serein, si je suis agile, la bonne nouvelle, c'est que je peux aller vers des nouveaux terrains, voire aller sur des terrains sur lesquels mes concurrents ne sont pas capables d'aller. Mais la conséquence, c'est que je vais être soumis à de nouvelles questions, soit des nouvelles questions par nature, soit des nouvelles questions par leur envergure. Et à ce moment-là, j'ai besoin d'être créatif, parce que les réponses d'hier ne seront pas les réponses pour l'environnement dans lequel je me trouve. Et j'ai besoin d'innover, j'ai besoin de sortir du cadre. Alors pourquoi innover? J'ai eu la réponse en arrivant à Katmandou la première fois, j'ai vu ça. Si on n'avait pas innové, on serait encore en train de faire le transport comme ça, si on n'avait pas inventé la roue. Puis en passant, je me suis dit une deuxième chose, je me suis dit qu'on avait tous au moins une bonne raison de se plaindre de quelque chose dans notre job, mais certains plus que d'autres. Alors il y avait toutes ces questions-là, j'en ai une nouvelle pour vous. Quel rapport entre votre entreprise et la folie? Il faut être fou pour travailler chez moi, ou chez moi on s'amuse comme des fous. Je vous donne ma réponse. Si je devais donner une définition de la folie, je pense que la folie, ça serait d'espérer pouvoir obtenir des résultats significativement supérieurs en continuant de faire toujours à peu près la même chose. Une chose est sûre, c'est que si sur les nouveaux terrains, j'ai envie que mes équipes soient créatives, et si ma façon d'envisager la relation aux autres, c'est celle-là, de par mon management et de par ma simple vision de la relation à ce qu'est mon équipe, j'ai peu de chances d'avoir de la créativité. Si je veux que mes équipes soient créatives, il faut plusieurs choses. Bon, je vais faire un petit aparté. Je vais vous partager mes opinions politiques. Je sais que c'est pas très politiquement correct, donc ceci est un secret qui ne sortira pas de la salle. Vous savez ce que c'est un secret, hein? Un secret, c'est quelque chose qu'on ne répète jamais à plus d'une personne à la fois. Donc je m'adresse à chacun de vous individuellement. Un jour, on m'a proposé ça. Travaillez moins pour avoir plus de temps. J'ai voté ça tout de suite. Hein. Travailler moins, ça m'intéressait. Avoir plus de temps, ça m'intéressait. Pavlov, j'ai même pas réfléchi, j'ai voté ça. Ensuite, on m'a proposé ça. Là, j'ai un petit peu hésité parce que ça commençait pas bien. Travailler plus pour gagner plus. Et puis finalement, gagner plus, ça m'intéressait tellement que j'ai voté ça. Et après, je suis devenu intelligent. Et pour 2017, je vous propose ma candidature.
je vous propose ma candidature. Et lors de mon premier meeting, les militants comme vous ont applaudi et ont complété. Ils m'ont dit, ça, c'est un vrai programme qui tient la route. Alors, si je veux que dans mon équipe, les gens soient créatifs, ben, il faut que je cultive un état d'esprit. Il faut que je fasse passer certains messages. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas, tous ensemble, d'avoir systématiquement le beurre et l'argent du beurre? Je vous propose qu'on laisse la crémière là où on est pour les machos qui penseraient à ne pas la consulter. Et déjà, juste le beurre et l'argent du beurre. Si je me pose jamais la question de savoir si je peux avoir le beurre et l'argent du beurre, il y a une bonne nouvelle, c'est que j'ai une garantie sur le résultat. Je sais ce qui va arriver. J'aurai toujours soit le beurre, soit l'argent du beurre. Si mon état d'esprit, si la culture que j'infuse dans mon expédition, c'est d'essayer d'avoir systématiquement le beurre et l'argent du beurre, il y a une mauvaise nouvelle, c'est que je n'aurai pas à chaque fois le beurre et l'argent du beurre. Mais il y a une bonne nouvelle qui est que de temps en temps, je vais pouvoir obtenir à la fois l'un et l'autre. Si je veux que dans mes équipes, les gens soient créatifs, la première chose que j'ai à faire, c'est de leur dire que oui, c'est moi qui suis leader de l'expédition, mais qu'on a le droit de penser différemment, qu'on a le droit d'avoir des idées martiennes, et qu'il y a une véritable richesse dans ces idées-là. Ça ne veut pas dire qu'on pourra tout mettre en application, mais que c'est important qu'on pense différemment, c'est important que ce soit exprimé, et que là-dedans, il y a de vraies pépites qui vont nous permettre de gagner beaucoup de temps pour trouver des solutions face aux nouveaux problèmes qu'on va rencontrer. Et puis, parce que c'est vous, un plus offert par le CJD, en matière d'innovation, un mode d'emploi garanti infaillible. C'est quand même plutôt sympa dans un monde incertain d'avoir des choses qui soient garanties. Et là, vous avez un mode d'emploi qui est garanti infaillible, un mode d'emploi garanti infaillible pour perdre votre temps et votre argent. Regardons ce qui s'est passé dans le domaine des déodorants. On a sorti un jour le déodorant 24 heures. Ça, c'est génial, parce que du point de vue marketing, ce que ça vous dit, c'est que vous mettez le déodorant, vous faites ce que vous voulez pendant 24 heures, et en gros, vous êtes garanti d'être protégé quoi que vous fassiez pendant vos 24 heures. Là-dessus, Nivea a sorti un déodorant 48 heures. Bon, là, il y a un concurrent qui a sorti un lot de 2 déodorants 24 heures. On fait ce qu'on peut. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car est sorti ensuite, chez Narta, le déodorant 72 heures. Et récemment, je faisais une conférence chez L'Oréal, et j'ai découvert ceci, et ça porte très bien son nom, Invincible, le déodorant 96 heures. Alors, on est d'accord? On est d'accord, on est en train de parler d'innovation, là, parce que ça ne s'est pas fait tout seul, ça. Il y a des gens qui ont travaillé pour faire ça. Hein? C'était leur mission, quand même. Ils ont été payés pour ça. Ça se retrouve dans le P&L de l'entreprise, à la fin, dans le compte de résultat. Mais à quoi ça sert? Il y a plusieurs façons de faire de l'innovation. On peut optimiser des paramètres existants d'un produit, d'un process, d'une façon de faire. Et ça, c'est de l'innovation incrémentale, c'est de l'amélioration continue. Et puis, il y a l'innovation de rupture qui consiste à inventer complètement un nouveau modèle, à sortir du cadre, à aller vers complètement quelque chose de différent. Dans une prochaine expédition, j'ai un déplacement à faire en kayak. Ça va faire 5000 km. C'est qu'un petit bout de l'expédition, mais c'est 5000 km quand même. Et si je pagaille comme un fou, là, que j'ai la bonne pagaie, le bon kayak, que je fais un entraînement de Rambo pour être capable de pagailler comme un fou, bon, déjà, il va falloir un gros entraînement, parce qu'avant que je ressemble à Rambo, il y a du boulot, vu que je suis à peu près gros comme un sandwich SNCF un jour de grève. Et même si je fais tout ça, je peux imaginer avancer au final que de 20 km en moyenne par jour. Des fois un peu plus, un peu moins, en moyenne 20 km. 5000 km à parcourir, 20 km par jour, ça veut dire combien de jours ça? J'ai deux types de réponses là. Il y en a ceux qui disent, les matheux qui disent 250 jours, ce qui est vrai, et les plus analogiques qui disent beaucoup, et voire certains qui pensent beaucoup trop. Et donc dans une situation comme ça, c'est le bon moment pour arrêter de pédaler, le nez dans le guidon, c'est le bon moment pour arrêter de pagayer comme un fou, c'est le bon moment pour arrêter l'action, se mettre en retrait un instant, et se poser la question de savoir quels sont véritablement nos besoins. C'est pas de pagayer pour que le kayak avance le plus vite possible. Mon besoin, c'est que le kayak avance et le plus vite possible. Ce qui du coup ouvre tout un champ des possibles. Alors parfois on me dit tu pourrais mettre un moteur,
Techniquement, ça monte sur le kayak. Mais alors, griller des gaz fossiles dans les régions polaires juste pour mon plaisir, c'est pas exactement mon éthique. Et puis, ça pose des problèmes de logistique aussi qui sont extrêmement compliqués et chers. Une voile. J'ai testé, si vous mettez une voile sur un kayak et que le vent vient de derrière, ça va extrêmement bien. Par contre, si le vent vient de côté, le mât fait un bras de levier, ça retourne le kayak. J'ai coulé une fois dans une eau à 3 degrés avec mon kayak et nagé 45 minutes. Je ne rejoue pas. Un cerf-volant, alors j'ai discuté avec un expert kayak qui m'a expliqué que quand on accroche le cerf-volant sur le pont du kayak dessus, c'est comme la voile, quand le vent vient de derrière, ça va très bien, mais sur le côté, ça retourne le kayak, un peu moins que la voile, mais ça le retourne aussi. Puis j'ai discuté avec un expert cerf-volant qui m'a expliqué que si c'était un petit cerf-volant, ça ne tire pas. Et si c'est un grand cerf-volant, s'il tombe à l'eau, je ne peux pas le redécoller une fois assis dans mon kayak et dans l'eau. Mais comme il se trouve que je suis un tout petit peu têtu, j'ai quand même travaillé beaucoup avec eux, pas pour devenir autant expert kayak que l'expert kayak, pas pour devenir autant expert cerf-volant que l'expert cerf-volant, mais pour devenir aussi expert qu'eux sur un sujet précis, c'est pourquoi le kayak par cerf-volant, ça ne marche pas. Et puis la deuxième chose que j'ai faite, j'ai acheté plein de cerfs-volants, et puis je me suis organisé ici, pas sur la banquise, donc tranquillement avec des tests qui me coûtent à peu près rien. J'ai organisé plein de tests dans plein de directions différentes, avec plein de types de cerfs-volants, des fois 2 cerfs-volants l'un en dessous de l'autre, l'un faisant voler l'autre, un tas de choses. Et dans 95% des cas au moins, ça ne marchait pas du tout. Et je vais peut-être vous étonner, dans 5% des cas, devinez quoi? Ça ne marchait pas non plus. Mais je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Et ça, c'est intéressant. Parce que dès lors qu'on ne comprend pas, ça veut dire qu'il y a peut-être des possibles. Donc je suis retourné voir mes experts kayak et cerf-volant, qui en passant n'avaient plus du tout envie d'entendre parler de moi, parce que l'expert, vous allez le voir la première fois pour consulter son expertise, c'est valorisant, donc il est super heureux. Vous revenez le voir pour avoir des précisions, il est très heureux. Vous revenez le voir une troisième fois en lui disant « tu m'as dit que ça c'était pas possible, mais quand même est-ce que… » Bon, vous êtes bien gentil, mais il vous prend encore dans son bureau. À la 4e fois, il y a un moment, il explique quand même, ils m'ont expliqué qu'ils avaient aussi d'autres choses à faire. Mais moi, je sais une chose, c'est que si on va chercher des choses nouvelles dans le cadre d'expertise d'un expert, il y a peu de chances qu'on trouve des choses nouvelles parce qu'il connaît très très bien son domaine, son territoire. Par contre, si on croise l'expertise de 2 experts, alors là, personne ne peut prédire ce qu'on va trouver à l'intersection. Chez moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé les voir en leur disant « ça ne marche pas, je ne comprends pas pourquoi ». Mais Olivier, on t'a dit 1000 fois que ça ne pouvait pas marcher. Oui, mais pourquoi ça ne marche pas? Eh bien parce que… Ah oui, c'est vrai. Pourquoi? Et ça a remis les experts en action, ça les a remotivés, et du coup, après 1 an de travail, on a développé des techniques efficaces de kayak tracté par cerf-volant. 5 minutes pour lancer le cerf-volant. C'est la direction, ça se fait au pied avec le gouvernail. Je vais 5 fois plus vite en ayant les bras croisés. Est-ce que ça vous intéresse, vous, plutôt que de pagayer, de ramer 6 heures ou 8 heures par jour pour avoir un certain résultat? Est-ce que ça vous intéresse d'avoir plus de résultats avec moins d'efforts et moins de contraintes? En général, il y a un consensus sur l'idée. Si la réponse est oui, alors ça passe par de l'innovation de rupture et ça passe par sortir du cadre. La façon dont je procède, et la question magique qu'on m'a glissée un jour à l'esprit, c'est de remplacer comment est-ce que je peux améliorer, ou comment est-ce que je peux gagner sur, par comment est-ce que je peux avoir 10 fois plus de résultats. 10 fois, 20 fois, 100 fois plus de résultats. Et quand je me pose cette question-là, chaque fois que j'ai une idée qui est dans le prolongement de quelque chose qui a déjà été fait, ça ne peut pas être la réponse. Et donc cette question-là, comment avoir 10 fois plus de résultats, me force à sortir du cadre et du coup aller inventer des nouveaux modèles.